Lire la politique, Luce Perrault. Que vous venez de coécrire avec Emmanuel Paquette, Xavier Niel, La Voix du Pirate, et c'est un document publié par First Édition. Alors, c'est un drôle de document. Votre livre, qui est sélectionné pour le prix du livre d'économie, une nouvelle fois, vous êtes une habituée de ce prix. J'en suis ravie. Votre livre raconte l'histoire donc de Xavier Niel, bien sûr, mais ce n'est pas une vraie biographie, tout en étant une biographie. Ce n'est pas une biographie autorisée, tout en ayant quand même obtenu une presque autorisation de Niel. Et c'est pas mince affaire, puisqu'on sait que le personnage déteste être mis en avant. Alors, le Up to You qui commence votre livre, racontez-nous comment vous l'avez obtenu. Alors le Up to You, faut d'abord préciser, alors c'est un mail, c'est un email, et ça se présente, ça s'écrit UP2U. Donc c'est la réponse absolument limpide et unique à une demande d'interview. Pourrais-je parler à un tel, à vous, etc. Et à chaque fois, systématiquement, il a répondu ça à la fois à nous, et puis surtout à toutes les personnes que nous, on allait interviewer de son entourage, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans sa famille même. Ces gens-là, donc on a demandé l'autorisation de leur parler, et comme ils ont tous quand même un petit peu la trouille, ou bien l'habitude de Xavier Niel, ils savent très bien que c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, sa vie privée, mais pas seulement. Il aime le secret. Il aime le secret, beaucoup. Donc dans les affaires et un petit peu partout. Donc à chaque fois, ces gens-là lui ont demandé l'autorisation de nous parler, et sa réponse à chaque fois a été Up to You. Ce qui veut dire beaucoup pour nous. Parce que généralement, quand il veut pas, et il vous le dit très clairement, quitte à vous menacer. Donc là, le Up to You, c'était déjà la porte est entrouverte. Ça m'amuse pas forcément énormément que vous rentriez voir toutes ces choses-là, mais c'est peut-être nécessaire. Et puis c'est peut-être aussi, c'est ce qu'on s'est dit, on n'a pas de retour là-dessus, c'est peut-être aussi le moment où j'ai envie de transmettre 2-3 choses de ce que j'ai appris, de ce que j'ai accompli. Et de ce que la vie m'a fait. Voilà. M'a donné. Oui, et puis bon, on a appelé ce livre La Voix du Pirate, donc la voix comme le chemin, parce que quand même, il a bâti quelque chose de particulier, il a trouvé une manière d'être capitaliste et de bâtir un business qui n'avait pas été usité jusqu'à présent. Donc voilà, il a des choses à apprendre, et notamment, il est aussi pour nous un peu le symbole d'une génération. C'est le symbole d'une génération et d'un nouveau capitalisme. Mais ça, on y reviendra. Alors d'abord, qui est Xavier Niel? D'où vient-il? Comment a-t-il commencé? Maintenant, ça semble un personnage évident. Il fait partie de l'establishment, de l'élite. Je ne lui ferai certainement pas plaisir en disant cela, mais il faut bien qu'il l'accepte. Quand on est propriétaire du Monde, du Nouvel Obs, et que l'establishment, on peut dire. C'est vraiment l'establishment. Bon, il ne va pas au dîner du siècle, mais bon, son beau-père l'y représente. Il n'a pas la Légion d'honneur non plus, et diverses autres médailles qu'il n'a pas et qu'il ne brigue pas. Ça serait très mauvais pour son image. Alors c'est vrai qu'au début, il n'est pas né dans l'establishment. Voilà, c'est un geek. C'est au départ l'enfant d'une famille de bourgeoisie très modeste, installée à Créteil, sans banlieue parisienne, famille extrêmement aimante, extrêmement soudée. C'est peut-être ça aussi qui explique beaucoup de choses dans cette personne, sa force, sa confiance, sa capacité à rêver toujours plus grand. Ça, c'est quelque chose que je pense on peut expliquer par son milieu familial et par ce cocon. Et c'est quelqu'un qui s'est effectivement construit tout seul. Alors, il a été jusqu'au bac, il a commencé à faire des études maths sup, maths spé, mais il s'est arrêté en route parce qu'il avait plus intéressant à faire. Voilà. Mais en fait, il était déjà riche à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à travailler depuis... En se faisant de l'argent de poche en dehors des cours. En se faisant de l'argent de poche, oui, mais comme quelques gamins de l'époque, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, dès le lycée, en fait, ils découvraient que pour un bidouilleur qui aime le Minitel, sait se débrouiller avec le code un petit peu, on peut se faire énormément d'argent pour secourir des entreprises qui, tout simplement, sont perdues avec ça, qui n'ont pas du tout pris la vague du codage Minitel léger, souple, l'agilité. Lui, il l'avait.
Il l'avait. Racontez un peu qui est Xavier Niel pour les rares personnes qui, en France encore, l'ignoreraient. Il y a encore des personnes qui ne savent pas, qui n'ont peut-être pas vu les affiches Merci Free, ou qui n'ont pas fait le lien avec Xavier Niel. Ça peut arriver. Ça peut arriver encore parce qu'il est quand même très secret, ce personnage. Oui, effectivement, il est très secret. On le voit pas très souvent. Il aime pas intervenir dans les conférences. On ne le voit pas à la télévision. Exactement. Et puis, alors, il se cache le plus possible. On peut dire même les résultats de son entreprise, Free, c'est très très rare qu'il soit présent pour les annuels, mais les trimestriels, il va même pas venir expliquer aux journalistes ce qu'il est en train de faire, alors que ça reste encore l'âme, le cœur du système et le principal actionnaire. Donc voilà. Donc je reviens à la question que vous m'avez posée. Qui est Xavier Niel? Alors c'est un créateur d'entreprise. Il a créé Iliad Free, donc dans la téléphonie. La révolution. La révolution de Free Mobile. La révolution de la boxe avant ça, dès 2002. C'est lui qui a contribué à ce que la France soit un des pays les plus innovants en matière de télécom à un moment, avec le déploiement très rapide de la DSL et des box. Nous avons été les premiers grâce à Xavier Niel. Les premiers à faire des box qui fassent à la fois du téléphone, de la télévision et de l'Internet. Alors vous racontiez qu'il a abandonné les études parce qu'il avait déjà gagné beaucoup d'argent. Oui. Comment? C'est quand même étonnant qu'un gamin d'à peine 20 ans gagne... c'est le Minitel, madame, c'est le Minitel. Il a commencé, comme je vous disais, en codant pour des entreprises, et puis petit à petit, il en est venu à créer ses propres entreprises. Alors c'était assez drôle d'ailleurs, parce que donc on l'a rencontré, Xavier Niel, hein. On a eu pas mal d'heures d'entretien avec lui, en off toujours, mais on lui a demandé quel était le nom de sa première entreprise. Et alors, il nous a dit qu'il s'en souvenait plus. Alors, on ne sait pas très bien si c'est du bluff ou pas. Il nous a aussi dit il avait préféré rayer de sa mémoire cette première entreprise parce il avait dû la fermer très très vite parce qu'il avait juste un peu oublié de payer les charges sociales, toutes ces choses-là. Enfin voilà, il avait démarré très vite sur les chapeaux de roue, sans faire attention à ces détails-là. Il entreprenait. Voilà. Et après ça, il en a créé beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres qui ont toutes marché. Qui ont toutes marché. Alors, à cette époque-là, ce qui marchait bien, très très bien, c'était le Minitel Rose en particulier. Donc, dans le Minitel Rose, il a quand même été assez loin lui-même. C'était un petit peu le cow-boy du secteur, hein. Il a joué des coups pendables aux dirigeants d'entreprises de Minitel Rose respectables, entre guillemets, pour autant qu'on puisse dire respectables. Il y en avait. Oui. Alors, qui ne s'autorise. Respectable, ça ne veut pas dire qu'il ne mettait pas de convivial et de rose très rose. Ça voulait dire qu'il ne jouait pas des sales tours à ses concurrents en venant leur piquer leurs clients en direct sur les plateformes Minitel. Voilà. C'est pour ça que vous le surnommez le pirate. C'est le pirate, voilà. Il a été pirate aussi dans le Minitel, dans le business. Il est pirate à la fois parce que c'est un geek au départ et que donc il connaît un petit peu le code, même si aujourd'hui c'est plus du tout son truc. Ça fait bien longtemps qu'il s'occupe plus de ces choses-là. Il a des gens qui font ça très bien pour lui. Voilà. Ensuite, c'est le pirate aussi pour ses méthodes de business. Alors on a vu ça en pur et dur dans le Far West du Minitel Rose. Et puis c'est le pirate parce que sa manière sa grammaire des affaires, comme dirait Thierry Breton, était pas tout à fait la même que celle des autres capitaines d'industrie. Mais il était quand même protégé pour le Minitel Rose, parce que c'est tout de même grâce au Minitel que France Télécom a gagné beaucoup d'argent. Exactement. Donc là-dessus, ça a toujours été très ambigu, la relation entre le France Télécom de l'époque, qui était même la direction nationale. Qui était une entreprise nationale. Hein, ça a été le monopole quand même assez tardivement. C'était une relation trouble, c'est-à-dire que les dirigeants de France Télécom voulaient pas trop voir qui était ce pornocrate, comme on disait. Ils voulaient pas regarder de trop près, mais en même temps, ils étaient conscients que c'était un apporteur d'affaires assez considérable, d'autant plus que le business model de Xavier Niel dans le Minitel, ça consistait à déposer des tonnes de noms de codes de serveurs. Donc à chaque fois, il payait des droits d'enregistrement. Et à l'époque, c'était le jeu du chat et de la souris entre France Télécom et les créateurs de serveurs Rose, c'est-à-dire 3615 Oula, voilà, toutes ces choses-là. Alors lui, il a déposé à peu près tous les prénoms en 3615 du monde, si possible avec un A à la fin, mais pas seulement. Mais lui, il avait 1000 codes. Il avait vraiment beaucoup de codes. Et à chaque fois qu'il en ouvrait un nouveau, il devait payer des droits à France Télécom.
Alors, comment est-il sorti de cet univers un peu novateur, mais glauque quand même, plus ou moins? Alors, comment il en est sorti? Il s'est rendu compte à un moment qu'il y avait un nouveau moyen de communication qui apparaissait, qui s'appelait Internet, qui était certes pas très intéressant dans l'immédiat parce que c'était vraiment difficile de faire de l'argent avec le gratuit. En plus, voilà, on avait quand même des vieux modems 56K, des choses crachotantes et crépitantes. Ça n'allait pas vite, il n'y avait pas d'image, c'était vraiment très très pénible. Et puis surtout, il n'y avait pas de modèle économique pour des gens qui roulaient sur l'or, qui roulaient véritablement carrosse avec le Minitel rose. Pourquoi aller s'embêter avec ce bidule qui rapportait absolument pas d'argent? Mais là aussi, c'est toujours le pirate. C'est le pirate, et puis c'est le visionnaire tout de même. C'est le stratège. Il s'est quand même dit, il va se passer quelque chose. À un moment, le Minitel, c'était national, c'était hexagonal. C'était France Télécom qui était maître du jeu, qui distribuait les cartes. Internet, c'était autre chose. Là, déjà, on était plongé dans le vaste monde et d'autres modèles économiques allaient devoir se construire. Et c'est ce qu'il a commencé à faire de manière assez maligne, parce qu'en fait, il a fait du tuilage. En fait, il a gardé un petit peu de Minitel au début pour amorcer la pompe dans l'internet fixe bas débit. Donc avec le modem, vous savez, voilà. Et après de passer, avoir installé son business dans le bas débit, il a pu passer à la DSL. Et en fait, quand il a abandonné le rose, il avait déjà développé autre chose dans le Minitel, parce que les 3615 bourses ou les plateformes emploi ou société.com, qui sont pour le coup tout à fait respectables, ça marchait très bien, ces choses-là. Il n'y avait pas de cash. Il n'y avait pas de cash, mais il n'y avait pas besoin d'employer du monde. C'était des robots, c'était très pratique tout de même. Pas de frais fixes. Donc, il y a quand même un épisode qui est très très drôle. C'est quand il part avec ses principes, son escouade de fidèles. Le carré. Voilà, le carré des fidèles, des collaborateurs, qu'il part aux États-Unis, justement à la recherche de la box qui lui permettrait de faire fortune avec Internet, et le téléphone et la télé. Enfin, il n'avait pas encore une idée très nette de ce qu'il avait faire, il cherchait. Si, il avait une idée très nette. Il savait déjà qu'il voulait tout mettre dedans. Oui, mais il était hors de question que cette box ne fasse que téléphoner. Et ça n'existait pas. Il avait une idée, au contraire, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, il avait juste pas l'outil et il ne savait pas où le trouver. Donc ils sont partis aux États-Unis. Ni comment fabriquer. Alors, comment fabriquer après? C'est venu après. Il est allé chercher aux États-Unis. À Geek, rien d'impossible, si j'ose dire. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Faut se remettre dans le contexte quand même. Ils avaient tous entre 22 et 26 ans, les gars. Donc ils sont partis là-bas. C'était des cow-boys. La fleur au fusil. Le Far West. Voilà, on va trouver. Et puis ils ont été voir tout le monde. Ils ont ratissé la vallée. Ils sont allés voir les principaux fournisseurs de l'époque. Ils leur ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont bien vu que il y avait pas grand-chose et que finalement les États-Unis n'étaient pas forcément si en avance que ça. Ils étaient même en retard par rapport à ce qu'il imaginait lui. Alors ça c'est pas certain. En fait, ils utilisaient d'autres technologies. Ils étaient beaucoup plus dans le câble, alors que nous, on est dans les technologies de télécom. Ce qui peut expliquer aussi qu'il n'ait pas trouvé son bonheur. Ça s'explique pas seulement comme ça. Mais tout simplement, il a réalisé. Une fois là-bas, à Los Angeles, sur le Grand Escalator, il a réalisé que il fallait le faire eux-mêmes s'ils voulaient avoir cette box qu'il avait imaginée, mais qu'il ne trouvait nulle part. Et son principal lieutenant, qui est toujours un fidèle aujourd'hui, Rania Assaf, lui a répondu du tac au tac, mais oui, allons-y, pourquoi pas? Un fer à souder et 2-3 gars un peu malins, et on va y arriver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors racontez-nous cette histoire de box. Quand même, parce que ça a été un événement, un coup de tonnerre dans le monde des télécoms, en France. Oui, d'ailleurs. Et une guerre sans merci presque avec les autres opérateurs. Le coup de tonnerre, parce qu'à l'époque, tous les gens, la fine fleur des télécoms, tout le monde travaillait sur les technologies ADSL, sur les box et sur la possibilité de faire passer de la voix, de l'image, etc. Via une box. Donc il y avait des tonnes de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillaient sur ce
sujet-là dans des labos. Mais ça me fait un petit peu penser à l'histoire de Nokia qui avait fait l'iPhone dans ses labos au moment où l'iPhone, bien avant que l'iPhone soit sorti, mais qui ne l'avait juste jamais mis sur le marché tellement c'était irréalisable, impossible. Et là, en fait, il a suffi d'une poignée de gars dans un garage quasiment. C'était pas un garage, c'était un data center, mais avec des tréteaux, une planche dessus, un fer à souder. Pour cette box voit le jour. Alors, elle a vu le jour en octobre 2002, si je me souviens bien, et elle a pris de court tout le monde. France Télécom qui travaillait dessus. Il y avait aussi du monde chez l'ancêtre de SFR qui travaillait dessus. Bouygues est arrivé bien plus tard. Tout le monde est arrivé bien plus tard. Et en fait, le marché, ils n'ont eu vraiment de la concurrence que 4 ans après. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Xavier Niel, La voix du pirate. C'est publié par First. L'auteur Emmanuel Paquette et Solveig Godeluc. Solveig est avec nous. Vous nous racontiez l'histoire de la boxe, mais tous les concurrents qui cherchaient eux aussi, c'était quand même pas n'importe qui. Et le petit Xavier Niel, inconnu, très jeune, s'attaque quand même à des gros morceaux. Ah bah c'est sûr qu'on a France Télécom, donc c'est l'État. On a Vivendi. Enfin, c'est passé par plein. Avant d'être Vivendi, ça a été. C'était la Générale des Eaux. Neuf. Ça a porté plein de noms. Et puis on a le groupe Bouygues. Alors Bouygues, Martin Bouygues, il va le retrouver à plusieurs reprises c'est son ennemi personnel. C'est son ennemi personnel. Alors lui, il dit que non. Dans la guerre. Mais c'est vrai qu'il se regarde toujours en chien de faïence. En fait, c'est un petit peu, c'est l'antithèse. Ces deux formes de capitalisme. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont des points communs. C'est-à-dire c'est des entrepreneurs. Ce sont vraiment des entrepreneurs, mais de l'autre côté, c'est l'antithèse. C'est-à-dire que chez Bouygues, il y a un héritage. Il y a l'héritage, c'est un capitalisme familial, c'est aussi c'est la télé, le BTP. C'est un peu paternaliste aussi. On prend bien soin de nos salariés. C'est aux petits oignons. L'entreprise est détenue en très grande partie par les salariés. On poursuit dans une lignée un peu dynastique. Et Xavier Niel, donc c'est le pirate. Donc c'est celui qui arrive pour tout casser. De nulle part. C'est le trublion, c'est comme on dit dans l'un de ces chapitres, c'est l'adversaire professionnel. C'est quelqu'un qui va arriver pour être le chien dans le jeu de quilles. Donc forcément pour lui, ça c'est génial d'avoir Martin Bouygues en face, parce que Martin Bouygues, il représente justement la perpétuation d'une lignée et puis et l'establishment avec ses ponts, ses tours, ses possessions et ses chaînes. Donc pour lui, c'est génial. Donc Martin Bouygues et tous les autres déjà installés perdent beaucoup d'argent. Enfin, c'est un coup de tonnerre énormément dans leur histoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quand même c'était la poule aux œufs d'or, le téléphone mobile, parce que c'est ça en fait. Bon, on a parlé du fixe, de l'invention de la box, mais en 2012, il y a Free Mobile qui arrive. Alors on peut pas dire qu'on n'avait pas prévenu, parce que ça faisait assez longtemps quand même que c'était en discussion. En 2007, on a commencé à en parler. En 2009, il y a eu le go pour le lancement de la procédure, et puis en 2012. En janvier 2012, on se retrouve avec des prix effectivement divisés par 2. Cassés. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, alors que jusqu'à présent, on avait quand même des profits, une rente assez confortable, qui avait d'ailleurs été pointée du doigt par l'autorité de la concurrence. C'est ça aussi qui a permis à Free Mobile d'advenir. C'est l'entente, l'histoire de l'entente qui a été mise au jour par l'autorité de la concurrence en 2005, avec quand même une amende record. Qu'ils ont payé. Qu'ils ont payé tout. Alors, non, ne demandez pas largement... ça, parce que non, je pense non, cette amende a été payée. Devait être payée. Après, je n'ai pas regardé les détails, mais il n'y a pas eu, ça n'a pas été. C'était tout l'establishment du télécom. La décision n'a pas été cassée. Voilà. Qui a été condamné pour entente illicite. Oui. Alors principalement les 2 premiers, mais alors il s'en est pas privé. Il s'en est donné à cœur joie. Xavier Niel, au moment du lancement de Free Mobile, il a fait une petite vidéo un peu rigolote, mais aussi assez dure pour ses concurrents, où il les mettait
il les mettait en situation en montrant que c'était quand même le passé, parce que c'était une vidéo avec des extraits. Des extraits d'archives où on remettait l'histoire Free, Bouygues, SFR, etc. Enfin bon, c'était assez drôle. Non, il a quand même pirate là aussi dans ce monde du mobile. Il a quand même changé totalement le paysage français. C'est extraordinaire quand on n'est ni polytechnicien, ni énarque, ni centralien, ni ingénieur de rien. De révolutionner comme ça tout un domaine, tout un pan de l'économie et tout un domaine dans un pays qui est quand même pas un pays c'est sûr que 4 ans après son arrivée, il a quand même plus de 12 millions de clients mobiles et plus de 6 millions de clients fixes. Donc il s'est hissé à la 3e place en fait des télécoms. Il est vraiment, et puis il est devant, il est devant dans le fixe, devant SFR. Il est vraiment très très en avance. Entre-temps, Bouygues a perdu beaucoup d'argent, a dû licencier pas mal de monde, a failli être racheté. SFR a changé de main, a perdu aussi énormément de clients, d'argent, et ça continue. Orange était sur une tendance de perte de toute manière, mais ils ont d'autres façons ils ont mieux résisté, notamment tout simplement parce qu'ils avaient l'itinérance. Alors l'itinérance, c'est un contrat de location des antennes à Bouygues. Donc ça a été quand même pour eux le soulagement. À Bouygues, à Free, excusez-moi. C'était bien Free. Quelque part, il s'est quand même toujours appuyé sur France Télécom. Oui, pour Free Mobile, c'est sûr que sans... Parce que construire un réseau, il n'avait pas les moyens. Ça, oui, exactement. C'était le coup de baguette magique, c'était le truc génial qui a permis à la révolution Free Mobile de voir le jour. C'est-à-dire que sans l'itinérance avec France Télécom, et avant cette itinérance, parce que cette itinérance, elle s'est pas faite au hasard. C'est aussi des décisions de l'autorité de la concurrence, un avis rendu par l'autorité de la concurrence qui insistait lourdement sur le fait qu'il faudra faire quelque chose dans ce domaine parce que sinon on sévira. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Stéphane Richard, le PDG d'Orange, a compris l'injonction et puis il s'est dit bon, c'est pas la peine de tortiller, on va y aller parce que de toute façon, sinon les autres iront. Ce qui est moins clair. C'est beaucoup moins clair. Enfin, ils y seraient sans doute pas allés de la même façon, de manière aussi évidente. Et je crois qu'aujourd'hui, ils s'en remercient, ils s'en félicitent. Il peut remercier Xavier Niel, le pirate. Bon, il peut le remercier en même temps. Il aurait préféré qu'il ne vienne pas lui manger dans sa gamelle. Oui, mais quand même, un jour ou l'autre, ce serait arrivé. Oui. Donc Xavier Niel avait quand même de l'avance sur tout le monde. Alors comment de petits bidouilleurs, mais en gros c'est ça, dans une banlieue, est-il devenu propriétaire, je disais, du Monde, compagnon de Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, une des plus grandes fortunes de France. Expliquez-nous comment on passe de là à là. C'est un petit peu difficile d'expliquer des choses. Enfin bon, après, quand on gagne vraiment beaucoup d'argent, ce qui a commencé très tôt chez Xavier Niel, à l'époque du Minitel, il avait déjà son premier million. Donc, à un moment, il a même songé à prendre sa retraite à moins de 30 ans en se disant, bon, maintenant, j'ai mon million, qu'est-ce que je fais ? Oh, puis non, quand même, je vais continuer. Non, il faut quand même continuer à faire tourner les ménages. Voilà. Donc, il s'est plutôt pas mal occupé. Quand on a énormément d'argent, là, je crois qu'il est estimé autour de 8 milliards, il faut en faire quelque chose. Alors, il a toujours beaucoup investi dans les médias, de toutes petites participations, en fait. Lui, il sème des petits cailloux un petit peu partout, y compris dans la presse. Beaucoup la presse en ligne, de gauche comme de droite. Et il fait pas dans le détail. Ça n'a pas l'air de l'intéresser particulièrement. Et puis, de fil en aiguille, un jour, on lui propose d'investir dans le Monde. Ah ouais, le Monde, c'est quelque chose quand même. C'est quand même c'est pas n'importe quoi. Et là, je crois qu'il a eu une pensée pour son grand-père, notamment son grand-père adoré, qui lisait plutôt le Figaro, mais qui lui aurait dit, le Monde, c'est les grands hommes, c'est les grandes plumes. C'est la référence. C'est la référence. Puis finalement, comme il l'a dit, l'investissement lui coûtait une journée de variation de son cours de bourse. Donc voilà, c'était tout à fait à sa portée. Et la proie était là, tentante. Donc il s'est battu et il l'a eu. Pas tout seul,
Pas tout seul. Avec Berger et avec Pigasse. Pierre Berger et Mathieu Pigasse, banquier chez Lazare. Il s'était quand même bien entouré. Voilà, oui, un homme de culture, Pierre Berger, un homme d'argent. Et de réseau, oui. Et lui, le pirate. Le pirate. Comment, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Comment les journalistes du Monde ont-ils préféré l'offre du trio surnommé BNP? Alors vous allez me poser une colle, une question à laquelle je vais pas savoir répondre. Là, je sens comment ils ont préféré ça. À l'offre Perdriel, La Repubblica, le groupe espagnol. Oui, alors enfin bon, grand groupe de presse espagnol. Les journalistes, vous savez, ils sont méfiants, ils aiment pas trop qu'il y ait de l'ingérence et ils se sont toujours beaucoup méfiés d'Alain Minc. Ils ont toujours voulu se débarrasser de celui qui a beaucoup régné, qui a régné sur le conseil de surveillance du Monde. Et ils ont vu derrière la candidature adverse une machination d'Alain Minc. Donc ça a été un repoussoir absolu. Après, tous les récits que nous font les journalistes du Monde, c'est aussi la prestation tout simplement du trio BNP, comme on dit, Berger, Niel, Pigasse, devant les journalistes. Elle était réellement convaincante. Voilà, donc ils ont voté pour ce trio. Et ce trio a par la suite racheté la propriété, le journal de Claude Perdriel, l'Observateur, oui. Le Nouvel Observateur qui est devenu, sous la houlette du trio, l'Obs. Voilà. Drôle d'histoire tout de même. Ça continue. Ça continue. Alors, dans sa vie aussi, Xavier Niel a changé de vie. Ouais. Il investit dans la pierre. Oui. C'est une de ses passions qu'on ne connaissait pas. Et donc il a investi énormément. Oui. Il est un des... Ah oui, il dit que c'est sans doute, c'est pas loin du milliard. C'est au moins le milliard. Comme ça, donc, en passant. Voilà, en passant, et puis avec pas mal d'intermédiaires. Alors là-dessus, Challenge a fait un bon travail. Un journaliste qui s'appelle David Bensoussan, qui a déterré pas mal d'histoires immobilières de Xavier Niel. C'est lui qui a mis le doigt dessus au début et qui a montré qu'il était fan des hôtels particuliers à Paris. Patrimoine, il a raison, c'est beau, ça rapporte. Et ça reste en France. Et ça reste en France, donc c'est quand même. Et puis en plus, comme il fait des travaux de rénovation, il les restaure et tout, donc c'est bon pour tout le monde. Oui, absolument. Alors il a aussi lancé son école, c'est quand même un projet formidable. Je précise qu'il fait pas que ça dans l'immobilier. En fait, la manière dont il fonctionne dans ses investissements en dehors des télécoms, il a des hommes de confiance à qui il donne un petit peu carte blanche pour aller trouver des opportunités d'investissement. Donc, par exemple, il est très présent à Sarcelles. Oui. Bon. On ne peut pas, il faudrait peut-être une heure d'émission pour expliquer toutes les affaires que fait Xavier Niel, mais il y a quand même quelque chose de formidable, c'est cette école 42 qu'il finance sur ses propres deniers pour des gosses qui n'ont pas eu de chance. Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Ça c'est quand même coup de chapeau, non ? Voilà, exactement. Alors on se pose beaucoup de questions quand on se voit ce truc, parce qu'on se dit, bon, c'est quoi ? Il a investi 70-80 millions au départ et il remet 7-8 millions par an pour son fonctionnement. C'est entièrement gratuit, c'est équipé avec des Mac flambant neufs, c'est des superbes locaux. En plus, il va aller loger ses étudiants, enfin à prix réduit. Il a répondu à un appel d'offres de la ville de Paris pour Boulevard Bessières pour leur faire des logements. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? De qui veut-il s'attirer les faveurs ? Mais je crois qu'il y a vraiment un besoin de rendre quelque chose à la communauté. Je crois il aime son pays. Tout de même si il ne le porte pas en bannière. En bandoulière, mais c'est une jolie façon d'aimer. Il aime son pays et puis il s'est retrouvé confronté à certaines difficultés au début. C'est pas toujours facile quand on fait pas partie de l'establishment pour ouvrir sa voie. Voilà. Et je crois qu'il a quand même une sacrée dent contre les gens qui lui ont barré la route et envie d'en découdre. Et on va pas les énumérer, il y en a un bon nombre. Mais c'est un pied de nez supplémentaire pour lui de pouvoir aider, prendre par la main tous ces jeunes qui n'ont pas forcément de bagages, qui sont en but à l'establishment, qui sont en but au système, et qui n'ont pas de diplôme, et qui peuvent faire des études gratuitement. Pas d'avenir, ça, personne ne peut le dire, mais qui effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont un avenir bouché en France, y compris des jeunes avec diplôme. Mais ces gens-là, pour eux, c'est vrai que la voie est encore plus difficile. Donc ils les aident. Ils les aident et ils les emmènent sur la voie du pirate. Donc, pour conclure, vous dites que Xavier Niel a peut-être
inventer une nouvelle élite de l'âge numérique, celle qui s'émancipe en maîtrisant en particulier le code informatique et Internet, que c'est quelqu'un qui invente une sorte de méritocratie du technopouvoir. C'est aussi une nouvelle forme de capitalisme, une nouvelle forme de célébrité, une nouvelle forme de pouvoir. Pour résumer, Xavier Niel, vous diriez quoi ? Alors, rappelons qu'il n'est pas non plus adepte de l'héritage. Vous disiez au tout début de cet entretien que c'était pas une biographie. Pour moi, c'est tout de même une biographie, mais l'idée, c'était d'aller plus loin et justement de montrer quelles étaient les nouvelles formes de capitalisme naissantes, les nouvelles formes les nouveaux capitaines d'industrie et la manière, en fait, dont le pouvoir à la fois économique et social alors je ne vais pas dire politique, parce qu'il est tout ce qu'il y a de plus apolitique, mais comment ces nouveaux types de pouvoirs se mettent en place, en fait. Comment réfléchit la jeune génération, quels sont ses réflexes, et comment elle ne pense pas du tout comme l'ancien monde. Donc on a voulu aller effectivement au-delà d'une simple biographie à travers cette personne. On pense pouvoir dessiner un petit peu les aspirations d'une génération. C'est la naissance d'une autre façon de réussir et d'une autre façon de devenir un capitaine d'industrie. Exactement. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Xavier Niel, La Voix du pirate. C'est publié par First, l'auteur Solveig Godluc, que je remercie, et Emmanuel Paquette, son co-auteur. À très bientôt. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.